Merci pour cette invitation à présenter le film ce soir et puis ce café ciné pour qu'on discute un peu plus en détail, quoi. Alors, le parcours. Moi, j'ai fait un master d'écriture de scénario de fiction à la Sorbonne. Et puis, ensuite, j'ai enchaîné sur un master 2 de création et réalisation audiovisuelle à Paris 8, à Saint-Denis. Donc, qui était plus axé sur la pratique et plus axé sur le documentaire. Et c'est dans le cadre de ce Master 2 que j'ai réalisé mon premier long métrage documentaire qui s'appelle Moudjahidat, sur des engagements de femmes dans la guerre de libération d'Algérie au sein du FLN à Hélène. Donc c'est des témoignages d'anciennes combattantes qui habitent en Algérie, qui ont milité en Algérie. Vous savez, quand on est gosse, on aime bien, on est curieux. Il y avait toute une émette, comme moi j'étais une ancienne scout, avec les enfants et tout, on est parti, c'est là que j'ai connu le drapeau algérien. Mais quand la guerre éclate, tout le monde l'entend. Et progressivement, elle envahit tout le territoire algérien. Et à ce moment-là, les femmes, elles sont face à une situation où elles peuvent agir. Et effectivement, elles agissent. Il me disait, je peux t'emmener des choses à faire passer par certains barrages dangereux. Je dis oui, ça fait rien. Et c'est là que j'ai commencé. Il cherchait des gens efficaces. Hein? Et c'est nous qui nous sommes manifestés. Je veux dire qu'on ne nous a pas cherchés, c'est nous qui avons cherché. Si on avait vu qu'il y avait du bon dans cette colonisation, on ne serait jamais soulevé. العمالة هذه صعيبة بزاف ماهيش كالشي اللي قمتي به حتى دروك خلطة صغيرة تبدل كل شيء يلزمك تتعلم ماشي الوجه ولكن الإيمان. Mon deuxième long métrage est Derrière les fronts. Donc il y a un lien sur l'anticolonialisme. Après, moi j'ai toujours eu en fait, j'ai commencé à filmer en manifestation, en fait. L'acte de filmer, il vient de... j'ai toujours été attirée par l'image, comme pas uniquement comme outil pour représenter nos luttes, également comme enjeu de riposte. Parce que voilà, quand on a une sensibilité un peu critique par rapport au système d'oppression dans lequel on vit, on se rend compte que les images sont un front des combats qu'on a à mener. Et moi, ça m'intéressait par l'image de participer à fabriquer des représentations qui contestent en fait les représentations caricaturales, généralement racistes, généralement sexistes, généralement homophobes, islamophobes. On peut dérouler malheureusement la liste des clichés des oppressions. Mais c'est pas non plus que... il ne s'agissait pas non plus de faire que des images de riposte, mais essayer de créer aussi... déjà de se faire plaisir en faisant des films. Enfin, il y a quand même cette idée d'essayer de faire des films, des beaux films, des belles histoires et des beaux films, et de contribuer à une sorte de poésie et de la lutte. C'est vrai que dans vos deux films, dans Moudjahidat et Derrière les fronts, vous suivez des processus de lutte, des processus de résistance. Et dans les deux aussi, c'est des luttes quand même portées par des femmes, principalement. Et par rapport à la question palestinienne, parce que du coup votre premier film c'était sur les luttes des femmes en Algérie. Comment vous en êtes arrivé en fait à vous intéresser à la Palestine
jusqu'à en faire ce film. Vous voulez dire de l'Algérie à la Palestine? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser au lien. Alors c'est évident, le lien il est évident entre l'Algérie et la Palestine. Enfin, je vais le décrire quand même. Déjà, moi en France, je suis entourée, mes amis, mes proches, les circuits militants dans lesquels je suis. Moi j'ai beaucoup de proches franco-maghrébins, franco-arabes, avec qui je parlais de la Palestine. J'ai participé aux manifestations en 2009 contre les massacres à Gaza. On va dire que cette idée de conscience anticoloniale, décoloniale, anti-impérialiste, ça c'est quelque chose qui précédait mon travail sur Derrière les fronts. Maintenant, quand je suis tombée sur les textes de Sama Jabeur, donc la psychiatre, écrivaine, psychothérapeute palestinienne, en fait, j'ai trouvé plusieurs forces dans ces textes. La première, c'est que d'un seul coup, en parlant des conséquences psychologiques, pour moi, ça ouvrait une nouvelle porte et une nouvelle manière de comprendre ce qui peut se passer là-bas. Et d'une manière, voilà, c'était une autre sorte d'écriture que les tracts, que des chroniques journalistiques qui sont tout aussi importantes pour comprendre ce qui se passe là-bas. Mais là, d'un seul coup, on avait le regard d'une psychiatre sur les conséquences de ce qu'on ne voit pas au quotidien, de ce qu'on ne voit pas. Voilà, les images que les gens ont en tête quand ils pensent Palestine, il peut y avoir ces démolitions de maisons, il peut y avoir ces conditions de vie invivables à Gaza. Il y a des choses palpables. Et là, d'un seul coup, en fait, dans ces textes, elle parlait de ce qui est invisible, de ce qui est difficile à capturer, de ce qui est intime. Et peut-être que le fait qu'à l'époque, bon, je le suis encore, mais à l'époque, voilà, j'étais déjà dans des réflexions, on va dire, féministes, anti-impérialistes, je précise bien, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de sortes de féminisme, ça on pourrait en discuter des heures, et voilà, il y avait cette idée de féminisme anti-impérialiste qui fait que le privé est politique. Et je pense que déjà de considérer le privé comme politique, ça ouvre des portes sur réfléchir à en quoi le psychologique, le moral, l'état d'esprit, l'âme, et comment un système cible aussi ça, c'est politique. Donc de l'Algérie à la Palestine, moi c'est principalement en découvrant les textes de Sama. Et en fait, au même moment, comme je travaillais sur Mujahidat, c'est là où j'ai découvert Fanon, Frantz Fanon, qui était un psychiatre anticolonialiste antillais, qui a rejoint la lutte du FLN, qui a démissionné de son poste pour l'État français en Algérie, en expliquant qu'on ne peut pas continuer à soigner des gens dans un système colonial. Donc, il y avait donc voilà, au même moment je découvre Fanon, et au même moment je découvre moi ce qui m'a semblé être une sorte d'héritière, en tout cas de collègue de son travail, mais du coup contemporaine et en Palestine. Il faut dire aussi, quand j'ai tourné en Algérie, dans les repas qui suivaient les tournages, les gens parlaient souvent de la Palestine en fait. Enfin, il y avait beaucoup de conversations sur la Palestine. Enfin, vous le voyez aussi avec les images là, tous les vendredis. Les Algériens, il y a des drapeaux palestiniens d'une dizaine de mètres dans les rues. Il y a quelque chose de très présent en termes de conscience anti-impérialiste. Alors, moi, c'est les mots que je mets. Les Algériens mettent... comment ? Ouais, anticolonial. Mais
même sur la question de l'ingérence, de l'Occident dans les affaires. Il y a sur la question du panarabisme aussi. Enfin voilà, l'Algérie et la Palestine, c'est deux pays avec une lutte aiguë contre les occupations. Palestinians have been occupied for so long, and occupation does not mean only control over land. It is also seeping to the bones and minds of Palestinian people. I am a psychiatrist, so I work with categorized disorders, people who are very sick. Always I hear people talking about liberating Palestinian land, but for me it is very important to liberate Palestinian mind. Le film a été diffusé en Palestine. Ça a été même une des premières diffusions, projections débat au festival Ciné Days. Donc c'est un festival palestinien dans plusieurs villes en Cisjordanie. On l'a diffusé en octobre 2017, donc juste avant la sortie en salle en France. Et on était super fiers parce qu'on a reçu le prix du meilleur documentaire là-bas, par les Palestiniens. Donc il y avait un côté coup de boost énorme, grosse légitimation. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'images qui sont fabriquées sur les Palestiniens. Après, c'est un autre défi de faire un film voilà, avec des Palestiniens et des Palestiniennes et faire en sorte que les gens s'y retrouvent, quoi. Beyond the front lines, tales of resistance and resilience from Palestine by Alexandra Gold. We felt that Beyond the Front Lines gave a fresh approach to discussing the Palestinian condition through its focus on the psychological impact of the occupation. The character of Salma Jabbar offers a powerful storyteller, and the film is excellently researched. We liked the link that was drawn between the condition of Palestinians and past colonialisms. And the film articulates effectively the concept of Sumud. It makes a sensitive use of imagery produced by Palestinians, and we felt that it was an important and timely film. شكرا جزيلا من قلبي. I haven't got prepared nothing. Just it's a great honor for me for screening Beyond the Front Lines for the first time in Palestine and in this festival. It's a great honor, and I hope it will nourish the sumud of Palestinian people. Tu peux préciser ce que ça veut dire, l'état d'esprit sumud en Palestine aujourd'hui? Du coup, moi, c'est dans les écrits de Sama que j'ai découvert cette notion. En fait, on la retrouve dans le Coran. On la retrouve aussi dans la littérature, dans le monde arabe de manière générale. On la retrouve dès le 19e siècle dans la littérature de résistance de plusieurs groupes politiques, de plusieurs tendances politiques en Palestine. Par exemple, c'est une notion qui existait aussi
dans les luttes contre le mandat britannique. En fait, ce mood, c'est une forme de capacité à... C'est une forme de résilience, mais qui implique aussi, pas qu'une résilience individuelle, mais une forme de résilience collective, et qui implique pas uniquement le fait de faire face à un choc, mais aussi qui implique une disposition à faire face à l'oppression. Je vous laisse voir dans le film la définition qu'Oussama en donne, ça sera plus précis. Se poser des questions sur les conditions de tournage, sur... bon, je crois que tu n'avais pas eu toutes les autorisations pour tourner là-bas. C'est pas qu'on les ait pas eues, c'est que je les ai pas demandées. Non, de toute façon, j'allais pas faire... J'allais pas faire une demande d'autorisation au ministère de la Culture israélien. Ça déjà c'était une aberration. La Palestine est occupée. Toute la Palestine est occupée. Il n'y a pas d'État palestinien. Les Palestiniens et les Palestiniens ne sont pas souverains. Il n'y a pas d'aéroport par exemple. Pour aller en Palestine, il faut que vous passiez forcément, indubitablement, par les frontières israéliennes. Vous passez forcément par le contrôle de soldats israéliens. Is it your first time in Israel? Yes, Who purchased your ticket? I did. How did you get the money? My father just died, and I had enough money to buy a ticket. What does your father do? He was a barber. That's it. Sapar. Sapar Samal. And where was he born, your father? In Lebanon. Do you have another passport? No. Don't you have a Lebanese passport? Why not? Because I was born in Brooklyn. And your grandfather, where was he born? Is there something wrong with my passport? We just need to ask you a few more questions. Where was your grandfather born? I already said, in Yafa. Ah, in Yafo, I see. And does he also cut hair? What are you trying to say? Please, I'm only asking a question. How many times are you going to ask me the same question? Déjà, je suis sûre que s'il y a des gens qui peut-être étaient en Palestine, donc qui savent ce que ça représente de stress et d'organisation pour y arriver, parce que l'État israélien empêche, bannit des citoyens qui ont envie d'aller rencontrer, qui ont envie d'aller en Cisjordanie, qui ont envie d'aller rencontrer le peuple palestinien, que ce soit pour ramener et faire du commerce d'huile d'olive ou juste rencontrer les gens. Il y a de plus en plus de militants, de citoyens, je vous dis, qui sont refoulés. Je pense aussi même à des... Il y a eu une juive américaine impliquée dans le BDS qui a été empêchée d'arriver à Jérusalem. À l'époque où on a tourné, il y avait... moi je me souviens, ça m'avait marqué, il y avait une photojournaliste des Beaux-Arts qui a été empêchée de rentrer en Palestine pour pouvoir faire un reportage dans le cadre de ses études sur un camp de réfugiés. Donc là, enfin, vous voyez, là, je ne suis pas en train de parler de lutte armée, quoi. Enfin, je suis en train de parler d'une artiste qui essaye de faire son travail. Du coup, enfin voilà, dans ce qui... Alors qu'ils se définissent comme la seule démocratie au Moyen-Orient, on peut se demander en termes de liberté d'expression ce que ça signifie. Même quand il n'y a pas de harcèlement ou d'interrogatoire, c'est certains qui diffusent
de la peur. Ils diffusent de la peur, ils diffusent quelque chose d'empoisonné pour dégoûter les gens d'y aller, en fait. Ils veulent dégoûter les gens d'aller en Palestine, ils veulent, sur des choses invisibles, à petite échelle ou sur des bannissements explicites, ils veulent casser les liens de l'international avec les Palestiniens. Du coup, quand ils m'ont interrogée pendant très longtemps et qu'ils m'ont finalement laissé passer, c'était c'était juste avant d'aller justement pour le festival palestinien, c'était juste avant la sortie du film. C'était en octobre 2017. Et moi, je pense que s'ils m'ont laissé passer à ce moment-là, finalement, c'est qu'ils ont compris que... bon, déjà, ça y est, le film, il est là, il était fait, en fait. Et que s'ils m'empêchaient de passer à ce moment-là, juste avant la sortie, ils faisaient de moi, entre guillemets, une cinéaste censurée. Ça allait peut-être être plus dommageable que finalement de me laisser passer. Enfin, Parce que vous avez parlé aussi de féminisme par rapport anti-impérialiste. Vous avez vu qu'à Cannes, là, il y a des femmes qui ont signé un texte par rapport justement à la place des femmes dans le monde du cinéma. Est-ce que c'est ce féminisme institutionnel ou est-ce que c'est un féminisme qui vous parle? Finalement, il y a plein de processus aussi invisibles qui expliquent pourquoi il n'y a pas de femmes, ou très peu de femmes, à des postes, aux postes décisionnaires, ou comme productrices ou réalisatrices de films à gros budget. Parce que, en fait, la question qui se pose dans l'industrie du cinéma aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes dans le documentaire, par exemple, sur des films avec des budgets modestes, mais par exemple quand on réfléchit à des films, des péplums ou des films d'action à gros budget, là on retrouve déjà beaucoup moins de femmes. Comme si on n'était pas... comme si on ne pouvait pas nous faire confiance en fait, sur le fait d'être bankable dans cette logique de marché, ou de mener des projets avec des gros budgets. Bon, ça c'est un des aspects. Je pense aussi, voilà, il y a toute une industrie à révolutionner. Et pas qu'un jour par an, au 8 mars ou à Cannes, faire une déclaration. C'est bien, c'est le genre de choses qui interpellent. Maintenant, Maintenant, moi, je crois au fait de l'auto-organisation aussi. Je suis une des fondatrices de Hybrid Pulse, qui est une association donc, dans laquelle j'ai produit et réalisé 4 films. Et en fait, à la base, on l'a créé avec Selma Zbidi, qui était une camarade à moi dans le Master 2 à Saint-Denis. Parce que déjà, il y avait cet enjeu pragmatique de pouvoir avoir une structure pour faire des demandes de subvention, pour faire des demandes de financement, pour pouvoir s'équiper. Mais après, on va dire que il y a quelque chose de crucial pour les réalisatrices aujourd'hui, c'est aussi de sortir d'une forme d'isolement. Alors pas que pour les réalisatrices, pour les réalisateurs c'est la même question. En fait, il y a une sorte d'isolement et du coup de pouvoir trouver des formes de réunion, des formes d'espace d'entraide, où on se renforce, où on se relie, où on se partage nos réseaux, nos expériences. Ça c'est un enjeu fondamental. Pour se renforcer et peut-être pour poser des choses de manière collective sur la place des femmes. Mais ça peut être déployé. La place des réalisateurs, des personnes racisées, c'est la même chose. Voilà, il y a beaucoup même sur les réalisateurs qui sont pas issus de familles
du cinéma ou qui ne sont pas issus de classes hautes, il y a les enjeux explosent de la même manière. Les femmes, comme les opprimées en général, il y a une sape de sa confiance en tant que créateur. Il y a une sape de sa confiance à faire un film historique, politique, sur des sujets lourds. Oui. Oui. Après, comme le cinéma, c'est aussi une industrie, et qu'il y a des enjeux d'argent, et qu'il y a des enjeux de business, de se vendre. À un moment, on vend un projet. Et que c'est quand même... voilà, il y a quand même cette idée où les décideurs, les producteurs, il y a beaucoup de producteurs, hommes, hétérosexuels, blancs. Et du coup, il y a dans les interactions... moi je vous dis, pour en parler à demi-mot avec d'autres copines réales, l'enjeu du rapport hétéronormé, il se pose quand on rencontre des décideurs. Comment est-ce que ça va être, comment dire, est-ce que ça va être problématique? Dans quelle mesure, en tant que femme, on n'est pas obligé, enfin, dans quelle mesure il n'y a pas une pression à ce qu'on soit obligé de séduire? Moi, c'est pas mon délire. C'est, enfin, comment dire, et je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus, et il y en aura de plus en plus, de démarches, de structures de production de femmes. Oui, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit par rapport à votre écriture filmique, l'importance de la poésie, qui est en même temps poélitique, comme dirait André Menviel ou Lubat, mélangée. Est-ce que pour vous, c'est une écriture qui a davantage de force que le documentaire, j'allais dire un peu plus à plat, juste le documentaire qui suit les événements, qui suit les personnes? Moudjahidat, dans mon premier documentaire, le dispositif est beaucoup plus simple. Déjà, c'était mon premier long métrage, donc en termes d'écriture, c'était peut-être moins sophistiqué que derrière le front. Mais après, quand les gens parlent et nous livrent des choses très précieuses de moments forts de leur vie, intenses, parfois douloureux, il y a de fait aussi une certaine poésie déjà. Pour moi, il y a déjà une sorte de beauté et de poésie dans le fait de témoigner de choses qui sont souvent cachées, qui ont été écrasées, soit institutionnellement dans la prise en charge des mémoires des luttes, soit étouffées parce que par exemple sur l'indépendance de l'Algérie, moi je me souviens, il y a des moudjahidat qui disaient mais moi le jour de l'indépendance je l'ai passé à pleurer. Il y a aussi cette idée comme quoi un cinéma militant ou engagé, c'est forcément un cinéma comment en tout cas qui va délaisser des questions formelles. Bon, souvent c'est facile aussi d'utiliser ça pour pouvoir balayer d'un revers de manche des films en disant voilà, c'est pas assez sophistiqué pour que ce soit sélectionné dans notre festival, c'est trop militant, ou alors voilà, sous-entendu, il n'y aurait pas une recherche esthétique. Souvent c'est faux, parce qu'on se retrouve quand même à voir des films qui portent une idéologie dominante qui ne sont pas forcément non plus très, très élaborés, mais bizarrement, c'est un argument qui va pas remonter. Maintenant,
juste pour témoigner aussi d'une petite chose, j'avais cette discussion avec un exploitant de cinéma qui faisait cette remarque. Et quelque part, moi par exemple, dans Derrière les Fronts, on a fait 7 demandes de financement institutionnel. Les 7 ont été refusées. J'ai fait 3 demandes de résidence de montage, résidence d'écriture. Ça a été refusé. Donc ça, c'est des cadres, par exemple, qui auraient pu me permettre, en rencontrant d'autres réalisateurs, d'autres réalisatrices, des gens de mon métier, c'est des cadres qui permettent de pousser la réflexion. C'est des cadres quand on a des contenus idéologiques qui ne sont pas attendus, qui ne sont pas souhaités, c'est des opportunités qui peuvent être refusées. Donc il y a aussi cette idée que les formes d'exclusion et d'ostracisme qui peuvent se mettre en place quand des réals portent des sujets trop critiques abîment nos trajectoires. Il n'empêche, on est plusieurs à réussir à les faire, nos films, et à bien les faire. Et moi, j'ai pas peur de dire que voilà, c'est un cinéma de combat, ce que j'essaie de faire. Bien sûr, c'est un cinéma engagé, bien sûr, c'est un cinéma militant, bien sûr, c'est un cinéma où j'assume ma subjectivité. Et une subjectivité féministe, anti-impérialiste, anticapitaliste, soutien aux gilets jaunes, au passage, plein de choses. Et il y a besoin de ça. Moi, je pense que tous les films, quand on fait quelque chose, c'est qu'on a une intention. Et donc, il faut. C'est Ken Loach qui dit ça, il faut assumer. Il faut quand même assumer ce qu'on fait. Ce que je trouve, c'est par rapport à la distribution, en fait, souvent. C'est que, vous dites, vous avez plus de difficultés à vous faire financer si vous annoncez le thème. Et surtout en France, je pense que le thème de la Palestine est très nettement censuré. Et aussi, après, la distribution. C'est-à-dire que, heureusement qu'il y a des festivals pour faire connaître les documentaires ou les longs métrages. Mais est-ce que vous pensez que vous arrivez à être distribué dans des grandes salles ou quels sont les obstacles? Voilà. Sur la distribution, Mujahidat, j'étais trop jeune et je connaissais pas les circuits. Du coup, le film a eu une vie... sa vie peut continuer, mais à l'époque, j'avais pas cherché de distributeur. J'avais pas fait les démarches pour qu'il ait un visa ou autre. Donc il a eu une vie en festival, en certaines projections de débat. Mais voilà, je connaissais pas le circuit professionnel. Sur Derrière les Fronts, alors j'avais dans un premier temps trouvé une distributrice avec qui ça s'est très mal passé. J'ai pas envie d'expliquer là, mais donc j'ai repris mon film et donc, au sein d'Hybrid Pulse, j'assure la distribution du film depuis mars 2018. Il est sorti en salle, donc le film j'ai un visa du film et le film est sorti en salle en novembre 2017. Donc on est quand même resté 14 semaines à l'affiche dans un cinéma à Paris. Moi j'ai dû faire presque 140 projections débat en France. Donc pour un film sur la Palestine mais qui surtout assume un parti pris anticolonialiste clair, dans ce film il ne s'agit pas de dire oui, les Israéliens aussi souffrent et de mettre une symétrie entre les colonisés et les colonisateurs. Par exemple, ça c'est une des choses qui peut aider au financement. C'est pas... Donc en fait, voilà, moi mon métier premier c'est la réalisation. Ne trouvant pas de producteur, je suis devenue par la force des choses productrice du film. Je ne sais pas si tout le monde envisage bien ce que ça veut dire, les tâches d'un producteur sur un film.
peut-être ça vaut le coup d'expliquer un peu. Parce que c'est clé, en fait. Un producteur ou une productrice, donc, qui a l'enjeu de chercher les financements, c'est quand même le gros de l'affaire. Y compris aussi de vendre le film à des distributeurs nationaux et à l'international. Un producteur ou une productrice, c'est aussi la personne qui va faire en sorte d'organiser les tournages d'un point de vue juridique, pratique, pragmatique. Et normalement, voilà, c'est un interlocuteur ou une interlocutrice pour accoucher du film, pour prendre certaines décisions sur est-ce qu'on continue certains tournages, est-ce qu'on arrête. Voilà, normalement, il y a ce dialogue un peu fécond avec la personne qui réalise. J'espère pour mon prochain film trouver un producteur ou une productrice sur la même longueur d'onde avec qui travailler. Parce que ça, c'est aussi quelque chose, et dans cette économie fragile du documentaire ou de la fiction, des nouveaux réalisateurs, on est plusieurs à se retrouver avec cette double casquette. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Merci à vous d'être venus. C'est la première des premières du film. Donc, je disais que Salma Jabber est donc psychiatre et qu'elle est reconnue au niveau international. Elle est intervenue aux États-Unis, en France, en Italie, enfin dans le monde entier. Et elle est reconnue pour son travail. Donc nous sommes très fiers de l'accueillir à Fontenay. C'est un film de combat, c'est un film de résistance au sens... c'est un film, vous allez voir, les gens qui sont dans le film, bien sûr c'est difficile, mais il y a une forme de... Ils sont debout. Ils sont pleinement debout. Alors, l'autre pendant, pour moi, l'autre travers dans lequel il s'agissait de ne pas tomber, en termes de cliché, c'était aussi une sorte d'héroïsation de l'ensemble du peuple. Et elle aussi ne fait pas du bien à la cause palestinienne. Parce que je pense que ça... C'est comme si c'était des surhommes ou des surfemmes. C'est pas le cas, en fait. C'est des êtres humains, mais qui là sont face à un système et voilà, le film essaye de restituer quelles sont toutes les ressources et toute la culture qui les aide à nous patrier. Maintenant, il y a aussi des Palestiniens et des Palestiniennes qui sont pas forcément dans la résistance, qui peuvent être des collabos, qui peuvent être fatigués aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Voilà, c'est faire attention aussi à cette héroïsation. Quand on s'imagine dans leur situation, en ayant des enfants à élever, etc., moi, personnellement, je me dis, mais moi, je n'y arriverai pas. Je craquerai, quoi, je partirai. J'irai vivre ailleurs, je m'en irai. Bon, il y a des Palestiniens qui partent, hein, il y a des Palestiniens, il y a la diaspora palestinienne, bon. Mais il y en a beaucoup qui restent, c'est la majorité qui sont là quand même, et qui vivent la situation avec une simplicité que je trouve extraordinaire. Voilà. Alors, on sait que déjà le fait de pouvoir partir, c'est vraiment c'est pas un choix que beaucoup ont en fait. C'est vraiment une ultra minorité de Palestiniens qui peuvent envisager de partir, enfin, qui ont cette possibilité. La deuxième chose, c'est que ils sont plusieurs à nous dire le simple fait de continuer de vivre là-bas, c'est leur résistance en fait. De ne pas abandonner leur existence là-bas. Je dis pas ça pour comment dire, je dis pas ça pour juger des Palestiniens qui feraient le choix de partir. Enfin, je veux dire,
on n'est absolument pas placé pour faire ça. Mais voilà, le simple fait d'ouvrir un commerce, de construire une maison, d'emmener son enfant à l'école et de traverser un checkpoint tous les matins, et cette violence et humiliation, voilà, c'est l'existence même là-bas, effectivement, relève de cette résistance. Sama, en tant que psychiatre, psychothérapeute, du coup, dans le film, elle parle de qu'est-ce qui peut nourrir ce sous-monde, qu'est-ce qui peut nourrir et qu'est-ce qui peut être appelé à être renforcé en termes de structuration collective de la société, qu'est-ce qui peut aider à renforcer cette capacité de faire face. Elle parle de, par exemple, l'éducation, c'est quelque chose de... Elle dit, nous on n'a pas de pétrole, mais on exporte des gens instruits. L'éducation est très importante en Palestine. La question de la famille, la cohésion de la famille, les solidarités familiales, c'est d'ailleurs quelque chose qui est ciblé par l'occupation, c'est pas étonnant. Voilà, il y a la question de la foi aussi, quelque chose qui structure et qui fait sens pour beaucoup. Merci beaucoup Alexandra. Merci à vous.